Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire maconta.fr, webinaire axé sur la loi de finances de la sécurité sociale, ce qui va changer en 2026 pour votre paye. On vous remercie d'être présents aussi nombreux à ce webinaire. Juste pour des petites informations, je vous mets dans la conversation du webinaire le lien vers notre page de webinaire avec le programme des futurs webinaires ainsi que les rediffusions des webinaires qu'on a déjà présentés, enfin que Sylvain a déjà présenté. Aujourd'hui, le webinaire est présenté par Sylvain Badina, notre directeur produit et ancien expert comptable. Et il va être co-animé avec Sandrine Van Voorde, qui est notre spécialiste paye chez Maconta, qui répondra en direct à vos questions et à qui on posera des questions à la fin du webinaire. Comme d'habitude, merci d'utiliser l'onglet questions et réponses Q&R en haut de votre fenêtre pour poser vos questions. Ça permet de lier la réponse à la question, que tout le monde puisse visualiser les réponses aux questions. Également, on va vous poser avant de commencer ce webinaire 2 petites questions via un sondage. Pour ceux qui sont sur le mobile, il faudra cliquer sur la notification, savoir si déjà vous assistez à ce webinaire, si vous avez des salariés. Et ensuite, un deuxième sondage pour savoir si vous utilisez Maconta pour effectuer votre paye. Voilà, merci Aminata. Le premier sondage, savoir si vous avez des salariés. Et ensuite, suivra le sondage de savoir où est-ce que vous réalisez votre paye aujourd'hui. Sylvain, je vais te laisser la main. Peut-être le temps des sondages, juste faire la petite introduction sur le webinaire, les thèmes que tu vas aborder. Comme ça, ensuite, tu pourras enchaîner avec ta présentation. Je te remercie, Quentin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous suivre pour ce webinaire. Donc, l'idée, c'était de faire le point sur la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2026, savoir ce qui est passé, ce qui va vous impacter en tant qu'employeur, ce qui impacte le logiciel. Et puis, on a aussi prévu un certain nombre de mesures qui n'impactent pas forcément le logiciel, mais qui impactent la relation employeur-employé. On sera comme d'habitude sur de la théorie avec des explications de ce qui a été fait, donc au travers d'un PowerPoint, et puis on rentrera un tout petit peu dans le logiciel parce qu'il y a une mesure concrète qui change la présentation un tout petit peu des cotisations qui s'affichent sur le logiciel quand vous calculez le bulletin. Donc on va vous le montrer, que vous soyez pas surpris sur le bulletin de paye que vous allez faire en janvier. Du coup, je pense que les webinaires ont été poussés. Je vais pouvoir vous partager mon écran. Hop, et attaquer la présentation à partir du début. Et masquer cette partie-là. La loi de financement de la sécurité sociale 2026, ce qui change pour vous et pour votre pays. Hop. Les objectifs, du coup, c'est d'appréhender les changements, de voir les impacts pour que vous puissiez piloter votre entreprise et vous montrer de manière concrète ce qui a été impacté dans le logiciel et ce qu'on a mis en place pour le calcul de vos bulletins à partir du 1er janvier. Donc, des mesures qui impactent la paye. La première qui sont pas de la loi de financement d'ailleurs pour 2026, mais qui sont des modifications de taux. Comme chaque année, on a le plafond de la sécurité sociale qui a augmenté, donc on est à 3 925, on est passé à 4 500. Le SMIC horaire qui a aussi augmenté, on est passé de 11,88 € à 12,02 €. Là, j'ai mis les valeurs applicables en France métropolitaine. Des fois, dans les DOM et à Mayotte, il y a des valeurs différentes. Bien sûr, elles sont, quand vous avez un dossier DOM ou Mayotte avec des spécificités, elles ont aussi été prises en compte dans notre logiciel. Voilà, ça c'est des éléments classiques. Le taux de la retraite déplafonné, donc ça c'est une augmentation de cotisation patronale. On est passé de 2,02 à 2,11.
Donc c'est une cotisation qui est versée à l'URSSAF. Pour votre information complète et peut-être la petite histoire, c'est que c'est un taux de retraite qu'on verse sur la partie du coût du salaire qui dépasse le plafond de la sécurité sociale, les 4 000 euros, et qui n'est pas génératif de droits. Ça sert juste de droits personnels pour le salarié, ça sert juste à financer la retraite d'une manière globale. Le montant des avantages en nature repas, ça concerne les personnes qui sont dans l'hôtel, café, l'hôtellerie, café, restauration, notamment, qui fournissent le repas à leurs salariés. Le minimum garanti aussi qui a été revalorisé. Et puis, je vous l'ai pas mis dans le tableau là, je vous l'ai mis sous la forme d'un lien qu'on va vous poster dans la conversation. Le barème des frais professionnels, donc des montants exonérés quand on rembourse des frais à ses salariés pour les repas, pour les déplacements, a été mis à jour comme chaque année. Et donc, sur le... Qu'est-ce qui va m'ouvrir? Oui, il va m'ouvrir. Tac. Hop. Qu'est-ce qui va m'ouvrir mon barème? Copier le lien. Hop, hop. Voilà. Le barème des frais professionnels a été revalorisé pour 2026, donc on peut indemniser un tout petit peu plus les salariés. Ça concerne les repas, ça concerne les indemnités de déplacement et de logement dans certains cas. Voilà pour ces premiers chiffres. Toutes les modifications ont été faites dans le logiciel, là où vous avez l'habitude de les retrouver. Grosse modification technique de calcul des cotisations, ce qu'on appelle la réduction générale des cotisations. Donc, pour vous le recontextualiser, je vous ai mis à chaque fois ce qui existait en 2025, et puis après, je vous présente les modifications apportées par la loi de financement de la sécurité sociale. En 2025, on a 3 réductions qui cohabitent. La réduction générale des cotisations patronales, qui concerne les salaires de 1 à 1,6 SMIC. La réduction du taux patronal des cotisations maladie, qui s'appliquait aux salaires inférieurs à 2,25 SMIC, et la réduction du taux de cotisation des allocations familiales, toujours un taux patronal, qui s'appliquait aux salaires jusqu'à 3,3 SMIC. Dans un souci de simplification, la loi de financement a fusionné ces 3 régimes, et donc on a une réduction générale unique qui s'applique jusqu'à 3 SMIC à partir de 2026, du 1er janvier 2026. Une grosse modification de la formule qui a nécessité pas mal d'études, pas mal de paramétrage dans tous vos dossiers. Je vous montrerai comment ça se présente sur le logiciel. Une double complexité pour nous aussi, puisque les exonérations zonées, donc on va parler de QPV, de ZFRR ou de l'ODEOM dans les DOM et de Mayotte, ne sont pas concernées par cette modification et gardent les anciens régimes. Et je vous ai mis, parce que c'est ça qui vous intéresse, la comparaison de la réduction 2026 versus la réduction 2025. Donc enfin, on a ici le taux de réduction qui est appliqué en fonction du SMIC, du nom de la rémunération ramenée au SMIC. Donc quand on est à un salarié qui gagne le SMIC, une fois le SMIC, on avait en 2025 et en 2026 40% de réduction de cotisations patronales, ce qui fait qu'on n'a quasiment pas de cotisations patronales, des cotisations URSSAF dans leur quasi-totalité, des cotisations de retraite, pareil dans leur quasi-totalité, des cotisations de chômage dans leur quasi-totalité sont annulées pour cette partie-là quand on est une fois le SMIC. Et on avait une réduction, c'est la courbe en violette, qui diminuait jusqu'à 1,6 SMIC, c'était la réduction générale des cotisations patronales. Et après, on avait toujours la réduction de la maladie, qui était, elle, stable, de 1,6 SMIC à 2,25 SMIC. Puis après, on avait uniquement la réduction des allocations familiales de 2,25 SMIC à 3,3 SMIC, puis après, plus rien. La formule qui a été mise en place fait qu'on a une dégressivité progressive tout le temps, jusqu'à 3 SMIC, et qui fait que, au départ, c'est pas de changement sur le montant des cotisations.
De 1,3 SMIC à 1,8 SMIC, la nouvelle formule est un tout petit peu plus intéressante pour les employeurs. De 1,8 SMIC à 2,25 SMIC, l'ancienne formule était un petit peu plus intéressante. Et puis on redevient sur quelque chose de un petit peu plus intéressant, de 2,25 SMIC à 3 SMIC. 3 SMIC, c'est équivalent. Et après, en 2025, on avait de 3 à 3,3 SMIC, une exonération de 1,80% liée au taux des allocations familiales qu'on a perdu en tant qu'employeur. Donc on a une augmentation du coût des cotisations patronales. Voilà, donc pas une révolution complète en termes de montant. Des fois, l'employeur est un petit peu gagnant, des fois, il est un petit peu perdant. Après, chaque entreprise, ça dépendra du montant moyen des salaires qu'elle a, mais pas mal de modifications pour nous. Je vais aller vous montrer ce que ça donne dans un bulletin de paye pour que vous soyez pas surpris. Donc, j'ai ici un bulletin de paye fait du 1er décembre au 31 décembre sur un salaire 35 heures, pardon, 2000 euros. Et je vais retrouver en termes de cotisation mon assurance maladie qui est à 7%. Je n'ai pas de ligne de complément d'assurance maladie qui, elle, se déclenchait au-delà de 2,25 SMIC. Donc là, j'étais en dessous de 2,25 SMIC. J'ai mon taux réduit d'allocation familiale à 3,45% et je n'ai pas la ligne complément qui se déclenchait à 3,3 SMIC. Et en dessous, j'ai mes deux réductions de cotisation patronale avec la part qui s'impute à l'URSSAF et la part qui s'impute aux retraites. Pour mon salaire de 2000 euros, j'avais un coût patronal de 206,85 € sur cette partie-là. J'ai le même bulletin de paye en 2026. Donc toujours mes 2000 euros pour 35 heures. Je retrouve ma ligne de maladie. J'ai tout de suite le complément qui s'applique et c'est ce que je veux vous montrer. C'est normal que le complément s'applique. On a bien les deux cotisations, celle d'avant et celle qui se déclenchait à 2,25 qui maintenant se déclenche sur tous les bulletins de paye. Donc c'est normal que vous ayez cette cotisation en plus. On a déjà eu quelques retours à l'assistance qui nous disent mais j'ai une ligne en plus. Oui, c'est normal que vous ayez une ligne en plus. Même chose pour le complément de cotisation d'allocation familiale qui est apparu. Et on retrouve notre réduction générale de cotisation. Donc, puisqu'on a deux cotisations supplémentaires, on a une réduction qui est plus importante. Donc, c'est une présentation légèrement différente. Pensez bien à vérifier le total des cotisations pour savoir si vous êtes gagnant ou pas. Et là, dans cette simulation, on est légèrement gagnant. Vous voyez qu'on parle de 1 euro, ça ne va pas changer fondamentalement la donne sur cette partie-là. Par contre, sur votre présentation du bulletin, il est différent. Voilà, sachez que c'est normal d'avoir cette différence de présentation sur cette partie-là. Je reprends mon petit webinaire. Donc l'impact sur le bulletin, je l'ai traité. Deuxième élément qui est significatif et qui peut impacter vos décisions, les indemnités de rupture. Vous devez savoir que la situation sur les ruptures conventionnelles, c'est l'application d'un forfait social de 30% qui existait en 2025. Je vous le redis pour info, il était de 20% quand les ruptures conventionnelles ont été mises en place. Donc, chaque fois que vous faites une rupture conventionnelle, vous devez calculer l'indemnité qui est due au salarié, par exemple 1000 euros, et vous avez sur le bulletin de paye, et vous versez à l'URSSAF un forfait social qui était de 30%. Cet élément-là s'applique aussi dans un cas qu'on revoit beaucoup moins fréquemment, mais qui sont les indemnités de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur. Pas les indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié, qui elles sont soumises à cotisation, mais bien les indemnités de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur. Qu'est-ce qui se passe en 2026 ? C'est pas compliqué. On passe de 30 à 40%, donc votre rupture conventionnelle vous coûte 10% de plus. Vous aviez 1000 euros plus 300 euros de forfait social, vous aurez 1000 euros plus 400 euros de forfait social. On est quasiment sur un salaire chargé à 40% de cotisation et un salaire qui ne prend pas en compte la réduction qu'on a vue, sachant que c'est vraiment un forfait social, ça n'ouvre aucun droit pour le salarié, c'est une taxe qu'on verse de ça. Donc l'idée clairement là-dessus, c'est de limiter le recours à la rupture conventionnelle en surenchérissant le coût pour l'employeur.
C'est applicable pour les ruptures dont la date de fin de contrat est postérieure au 1er janvier 2026. Et la mise à jour a été effectuée dans le logiciel. Je ne vous l'ai pas simulé, mais c'est juste que vous verrez, le forfait social est passé de 30 à 40%. Il n'y a pas de modification dans la présentation du bulletin, c'est juste plus cher. Je mets juste, bien sûr, vous l'avez entendu dans le ton entre guillemets. Petite modification qui touche les contributions conventionnelles. Donc là, on parle des contributions formation décidées par les conventions collectives en plus de la contribution légale et les contributions dialogue social. En 2025, elles sont encaissées par les OPCO, souvent sous la forme d'un bordereau manuel avec un paiement annuel. Je vous ai mis un petit warning, ne pas oublier de faire le bordereau 2020 au titre de l'année 2025 qui va être fait au printemps 2026. Qu'est-ce qui change? Dans certains secteurs que je vais vous lister après, les cotisations seront recouvrées par l'URSSAF. Elles seront déclarées mensuellement en DSN, avec du coup un paiement mensuel. Ça s'applique sur les bulletins de paye au 1er janvier. Et ça concerne les secteurs hôtel, café, restauration, boulangerie, pâtisserie, charcuterie de détail, optique, lunetterie. Les autres secteurs qui ont des contributions conventionnelles, on reste dans le schéma classique pour 2026. Après, on peut penser que cette phase est en fait avec ces 5 secteurs en 2027, on sera tous logés à la même enseigne. Pareil, c'est une ligne de cotisation en plus et on a fait les modifications dans votre logiciel. Et un tout petit focus, plus peut-être pour culture générale, parce que je suis pas sûr qu'on soit concerné autour du webinaire, sur les impacts pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises. La situation en 2025, quand on avait des heures supplémentaires pour les petites entreprises de moins de 20 salariés, c'est qu'on a une exonération de cotisation patronale de 1,5 € par heure supplémentaire payée, et elle était de 0,5 € par heure supplémentaire entre 20 et 250 salariés. En 2026, pas de changement pour les entreprises de moins de 20 salariés, on a toujours 1,50 € par heure supplémentaire. On a par contre pour les entreprises de plus de 250 salariés, cette limite a été supprimée, donc toutes les entreprises ont 0,5 € d'exonération de cotisation patronale par heure supplémentaire à partir de 20 salariés et plus. Et on a un malus de cotisation vieillesse avec des décrets qui sont à paraître si les entreprises de plus de 300 salariés n'ont pas entamé une négociation sur l'emploi sur des seniors. Je ne pense pas qu'on soit concerné autour du webinaire. Voilà pour ce qui impactait la paye. On a d'autres mesures significatives qui n'impactent pas la paye, mais qui me semblait important de vous présenter. Une mesure qui est le congé supplémentaire de naissance. Je vous rappelle la situation 2025, comme d'habitude, bénéficiaire, donc c'est le père, le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin qui bénéficiait du congé, notamment le congé qu'on appelle paternité, même si c'est pas toujours un papa. Durée minimum de ce congé, il était de 7 jours. En tant qu'employeur, on finançait 3 jours, les 3 premiers, et la CPAM finançait les 4 suivants. C'était vraiment une durée minimum. Le salarié doit obligatoirement s'absenter 7 jours après une naissance. C'est aussi valable pour une adoption. Le congé était prolongeable de 21 jours en 1 à 2 fois. C'était des périodes minimum de 5 jours et ces périodes-là étaient prises en charge par la CPAM à environ 66% du net plafonné sur la prise en charge. Il y a des majorations quand on a des naissances multiples. Ça, c'est la naissance d'un enfant. Qu'est-ce qui change en 2026? Rien sur ce que je vous ai présenté, ça existe toujours, pas de modification. Par contre, vous avez un nouveau congé optionnel qu'on appelle du coup le congé supplémentaire de naissance, qui va ouvrir droit à 2 périodes de 1 mois à prendre dans les 9 mois de la naissance de l'enfant. Ça, c'est au bénéfice des parents dont les enfants sont nés à partir en 2026 ou dont le terme initial était prévu en 2026. On devait avoir une naissance prévue le 5 janvier. La naissance a eu lieu le 20 décembre, 15 jours avant. Vu que la terme initiale était prévue en 2026, ce nouveau congé supplémentaire de naissance s'applique. C'est un congé qui, du coup, est cumulable avec les congés maternité et paternité. Donc, ça concerne à la fois la mère
et le père conjoint partenaire avec la même définition. Normalement, on est en attente de décret, mais c'est la même définition. Donc ça vient au-delà du congé maternité, des 16 semaines qui existent pour les premiers et deuxièmes enfants, et au-delà du congé paternité que je vous ai remis dans la situation 2025. Et c'est indemnisé par la CPAM avec deux montants, 70% du net le premier mois et 60% du net le deuxième mois. Dans tous les cas, c'est le net plafonné. Le plafonné s'applique aussi au net du premier mois. Et on a des décrets à paraître pour savoir un peu plus précisément comment ça se passe. Et notamment, on aura certainement un nouveau motif d'arrêt dans la paye. Donc, dans le logiciel, il faudra, quand le décret sera paru, qu'on puisse venir dire c'est un congé supplémentaire de naissance de façon à ce que la CPAM l'indemnise correctement. On vous fera un petit flash info quand ce décret sera paru et qu'on aura fait la modification. Je vous l'ai remis en pense-bête, hein, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est à l'initiative du salarié et donc pour l'employeur, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas refuser ces congés-là à votre salarié. Donc voilà, sachez que ça peut augmenter la période d'absence du salarié et quand vous avez un salarié qui vous dit qu'il attend un heureux événement, voilà, il faudra peut-être prévoir que son absence sera un petit peu plus longue. C'est pas obligatoire, le salarié peut ne pas le prendre, mais par contre, s'il vous le demande, c'est obligatoire. Un élément significatif introduit par la loi de financement de la sécurité sociale sur la CSG sur les revenus du capital. Alors, ça touche indirectement la paye, je vous le montrerai en conclusion. Je vous rappelle la situation en 2025, et ça concerne notamment les dividendes. C'est pour ça qu'en tant que chef d'entreprise, ça peut nous concerner. L'impôt sur le revenu sur les dividendes s'applique au taux de 12,8%, ou le barème progressif de l'impôt sur le revenu sur option. Ça, c'est une option que vous faites dans votre déclaration au mois d'avril-mai que vous transmettez aux impôts. Et on a les prélèvements sociaux qui s'appliquent au taux de 17,2%. Je ne parle pas de la contribution différentielle sur les hauts revenus, qui ne doit pas non plus nous concerner et qui existait en 2025 déjà. Après 2026, le montant de l'impôt sur le revenu dépend de la loi de finances et le projet de loi de finances 2026 n'a pas été voté à ce jour, donc pour le moment c'est toujours 12,8, sachant que ce taux-là peut être fixé jusqu'au 30 décembre 2026 par l'État, ou plutôt par nos députés ou le gouvernement en 49.3. Donc je ne m'engage pas sur le taux auquel seront taxés vos dividendes en 2026. Et on a les prélèvements sociaux, c'est eux qui ont augmenté de 1,4%. Donc on est passé de 17,2 à 18,6%. Et ça, c'est applicable sur les dividendes versés depuis le 1er janvier 2026. Je l'ai remis entre parenthèses, y compris sur les résultats de 2025. Vous avez clôturé votre société le 30 septembre. Vous avez votre AG qui se réunit. On est aujourd'hui le 15 janvier. Votre AG se réunit le 15 janvier. Elle affecte le résultat 2025 en dividende. C'est un revenu 2026 pour la personne physique qui bénéficie du dividende, qui touche le dividende. Et donc, c'est ce nouveau taux qui s'applique. Ça peut impacter la paye parce que il faut peut-être se reposer la question de la stratégie de rémunération et de la répartition rémunération-dividende, notamment en EURL. Là, on est plutôt sur 100 fiches de paye quand on est en EURL, puisqu'on est travailleur indépendant, mais peut-être aussi en SASU, sachant que tous ces prélèvements sociaux qu'on verse là sont des prélèvements qui ne rapportent aucun droit, notamment de droit à la retraite. C'est uniquement de la taxe versus de la rémunération qui, elle, génère des droits futurs. Il ne faut pas oublier cette partie-là. Quand on est dans deux coûts à peu près équivalents, peut-être que la partie rémunération est plus intéressante parce qu'elle valide des droits en cas de maladie ou de retraite et de retraite. Petit focus sur les arrêts de travail. Situation en 2025, le médecin détermine librement, j'ai mis quelques guillemets parce qu'ils ont quand même déjà depuis un certain temps des incitations et des pressions pour encadrer les durées d'arrêt de travail et notamment ne plus inclure le samedi-dimanche quand un salarié est en arrêt. L'arrêt, vous l'avez peut-être remarqué, s'arrête le vendredi depuis un certain temps. La loi de financement de la sécurité sociale
Pour normalement les arrêts à partir du 1er septembre, pareil, on est en termes d'application avec des décrets à apparaître, les arrêts de travail seront plafonnés dans leur durée. Un mois, le décret fixera la durée, mais un mois qui serait le plafond minimum pour un arrêt initial. Donc un médecin ne pourrait pas faire un arrêt initial de plus d'un mois, et 2 mois pour une prolongation. On a du coup ce qui est prévu, c'est que si le médecin fait un arrêt initial de 2 mois, bah, la Sécu arrête de payer au bout d'un mois. Et on a aussi pour les médecins une nouvelle mention à mettre sur le motif de l'arrêt de travail afin de faciliter les contrôles de ces arrêts. Voilà, vous avez peut-être vu que certains médecins sont en grève. Une partie de ces éléments-là fait qu'ils sont en grève. Et un petit point sur la réforme des retraites. Donc, on avait la réforme qui prévoyait un âge minimal de départ à la retraite à 64 ans pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1969. Et c'était ça que prévoyait essentiellement la réforme, la nouvelle, parce que cet élément de 64 ans était déjà acté, mais un relèvement progressif de l'âge de départ pour les personnes nées avant 1969. On a eu sur cette partie-là de l'âge une suspension partielle de la réforme, avec un âge légal de départ qui reste à 62 ans et 9 mois pour les générations 64 à 68. Donc les générations post-60, à partir de 69 ne sont pas concernées. Une durée de cotisation qui est légèrement abaissée pour les générations 64 et 65. On a beaucoup entendu parler de l'abattement fiscal sur les retraites. Ça dépend pas du projet de loi de financement de la sécurité sociale, ça dépend du PLF qui n'est pas voté à ce jour. Mais le fait de le plafonner à 2000 euros ou de le fixer à 2000 euros, pardon, a plutôt été remis de côté. On verra si jamais il y a une loi de finances qui est votée, ce qui est décidé. Et je vous l'ai mis, c'est plus pour vous préparer si vous êtes concerné, une réforme du cumul emploi-retraite qui doit entrer en vigueur en janvier 2027. Donc pareil, on aura des précisions, on est début 2026, mais voilà, sachez que si vous pensez faire du cumul emploi-retraite à partir de janvier 2027, eh ben, les conditions ne seront pas celles qui s'appliquent aujourd'hui. Un petit dispositif, un petit slide sur l'ACRE, qui est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. On a recentré le dispositif sur les demandeurs d'emploi, des jeunes et des zones aidées. Avant, on avait une attribution automatique. Maintenant, on va avoir une attribution sur demande avec un dépôt d'un dossier à faire auprès de l'URSSAF et une réduction du montant de l'aide. Un décret est à paraître pour plafonner le montant de l'aide à pas toutes les cotisations liées à la rémunération. Pareil, je vous ai mis un deuxième petit lien qu'on va aller vous coller dans la conversation avec tous les éléments qui sont publiés sur le site URSSAF, les éléments qui existent aujourd'hui. Et enfin, pour les mesures prises et qui n'impactent pas forcément la paye, je vous parle de l'allocation longue durée. Donc là, on est dans des maladies graves où on sait qu'il y a des délais de traitement qui sont importants. On avait un projet de fiscalisation des allocations longue durée. Ça dépend du projet de loi de finances qui n'est pas voté, mais la mesure avait plutôt été rejetée par les députés début novembre. Donc normalement, on va dire que s'ils sont cohérents, ça ne devrait pas passer. On a par contre la création d'un parcours préventif pré-ALD dans les patients qui sont dans des situations à risque pour essayer de limiter cette partie-là. Voilà, c'est plus du médical que de la paye, mais je vous l'ai cité parce que ça existait et qu'on en avait un tout petit peu parlé, notamment de la fiscalisation des ALD. Enfin, je vous ai fait un dernier slide sur les mesures non adoptées. Là, l'idée, c'est plutôt de vous dire si vous en avez entendu parler, en fait, ça n'existe pas. Donc, on passe le sujet et on reviendra peut-être l'année prochaine. Donc, je ne vais pas détailler les mesures, je les ai juste listées. Vous avez pu entendre parler d'un projet de suppression de la visite médicale suite à un congé maternité, ça n'a pas été retenu. Donc quand vous avez une salariée qui est en congé maternité, il faut qu'elle passe une visite médicale de reprise, toujours, ça n'a pas changé. Vous avez pu entendre parler de contributions de patronales sur les tickets restaurants et les chèques vacances. Il était proposé de mettre 8% de taxes sur les tickets restaurants notamment, ça n'a pas été retenu. Il avait été proposé de supprimer l'exonération de cotisation salariale des apprentis, ça n'a pas été retenu. Il avait été proposé de prescrire par le médecin du télétravail à la place d'un arrêt de travail, ça n'a pas été retenu non plus.
Et il y avait eu quelques débats sur l'augmentation de la durée de travail en annuel, où la durée légale de 35 heures serait retenue plutôt à 1619 que 1607. C'est toujours 1607 heures pour ceux qui sont en forfait heure à l'année. Voilà les points qu'on souhaitait vous présenter. Il est midi pile. Et ben, je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Quentin, si tu peux nous les poser, s'il te plaît. Merci Sylvain. Très clair comme présentation encore une fois. On n'a pas eu beaucoup de questions. Une question, alors la personne a trouvé sa réponse, mais elle me semble intéressante peut-être à dire à voix haute pour le bénéfice de tous. Je pense que la question portait sur la partie de la fiscalisation, les changements fiscaux sur les dividendes. Et la personne demandait si cela s'appliquait sur les dividendes payés en 2025 ou en 2026. C'est bien les dividendes. L'Assemblée générale, quand elle décide le dividende, faut qu'elle se soit tenue en 2025. Et il y a souvent une phrase qui dit les dividendes seront mis en paiement le. Si la date qui dit mis en paiement à compter de ce jour et que l'Assemblée générale est date de 2025, eh ben, on est dans l'ancien système et donc on est à 17,2 de prélèvements sociaux. Si l'Assemblée générale date de 2026 ou que le dividende est mis en paiement à compter du 5 janvier 2026 pour des raisons X ou Y, et ben du coup ce sera la fiscalité 2026 et donc les prélèvements sociaux 2026 majorés qui s'appliqueront. Donc toutes les AG de 2026, c'est forcément le nouveau régime. Les AG de 2025, il peut y avoir cette petite subtilité. En général, les AG de 2025, c'est du 2025. Merci. On a un client qui nous dit que le webinaire ne traite que de coûts supplémentaires. On est désolé, ça ne dépend évidemment absolument pas de nous. Ensuite, on a une question, si un arrêt initial est de 2 mois, alors que la Sécu indemnise 1 mois, comment faire avec la subrogation car il n'y aura pas de remboursement, mais on doit quand même payer le salarié? Ça fait partie de ces mesures qui sont prises et dans la pratique, on attend de quelques précisions. Quand on aura toutes les précisions, je pense qu'on pourra faire un vrai article sur le blog qui concerne cette partie-là. On a quand même toujours tendance à dire qu'à partir du moment où la Sécu ne paye pas, l'employeur est libéré de ses obligations de complément de salaire. L'employeur vient faire un complément de salaire quand la Sécu indemnise l'arrêt. Si la Sécu, pour une raison X ou Y, arrête l'indemnisation de l'arrêt, et là on serait dans un cas d'arrêt d'indemnisation de l'arrêt, c'est ce qui est prévu, et ben normalement ça nous libère, nous, en tant qu'employeur, du complément de salaire et du maintien de salaire. Vu que c'est quand même nouveau, je pense que d'attendre ce qui sera préconisé est intéressant, sachant que pour le moment, je pense pas qu'on ait encore de cas pratiques dessus. Mais voilà, si vous recevez un arrêt initial de plus d'un mois, eh ben, il faudra se positionner à ce moment-là, vérifier ce qui a été les derniers écrits et les dernières positions pour pouvoir répondre clairement à cette question. Merci. Ensuite, il y a une question. Alors, on va rentrer un peu dans le détail. Je ne sais pas si c'est toi ou Sandrine plutôt qui peut y répondre. Pour les absences de salariés pour rendez-vous médicaux, sont-elles non rémunérées automatiquement? Avec une précision de la convention collective 2264 hospitalisation privée. Alors, je ne sais pas si c'est une question qui peut être généralisée ou Sandrine, peut-être tu peux nous éclairer là-dessus. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, en effet, ça, c'est une question qui pourrait être relative à chacune des conventions collectives. Là, je n'ai pas cette convention collective, là, la DCC 2264 sous les yeux. Mais en effet, ça sera quelque chose qui pourrait être prévu ou non par la convention collective. Donc, il se pourra que dans certains cas, ces absences soient rémunérées et dans d'autres cas, non rémunérées. Comme par exemple les absences enfants malades, où on a certaines conventions collectives où c'est non rémunéré et certaines autres conventions collectives où c'est rémunéré. Merci Sandrine. Voilà. La loi ne prévoit pas la rémunération des visites médicales, hormis la visite médicale
du travail. Qu'il a, le salarié, quand il y va, il est bien rémunéré. C'est sur son temps de travail qu'il fait cette visite-là. Mais quand il va chez le médecin parce qu'il est malade, il n'est pas prévu qu'il soit rémunéré par l'employeur. Ou quand il va faire une visite de routine, il n'est pas prévu qu'il soit rémunéré par l'employeur, mais voir les conventions collectives. Ensuite, Sandrine, garde ton micro ouvert. Un client qui demande si les taux sont bien mis à jour sur le logiciel pour les bulletins de janvier. Je te laisse peut-être expliquer, sans rentrer dans le détail de tous les taux, mais peut-être, je sais qu'il y a des taux où c'est au client de le modifier dans l'application. Je te laisse la main là-dessus. Alors oui, en effet, on a tous les taux d'origine légale, donc comme le disait Sylvain, tout ce qui est les taux de cotisation d'assurance vieillesse déplafonnés, la mise à jour de l'exonération patronale, tout ça, ça a été bien entendu mis à jour et vous les verrez apparaître si vous créez vos bulletins de paie de janvier 2026. Par contre, il y aura tout ce qui est cotisation de prévoyance ou de mutuelle. Là, vous pouvez transmettre toutes vos fiches de paramétrage des organismes avec les mises à jour à notre service assistance qui les mettra à jour pour vous. Vous devez également avoir reçu votre notification de taux AT, donc de taux accident de travail et maladie professionnelle, sur votre espace Net Entreprise, qui est également à mettre à jour en 2026. Vous pouvez le faire de vous-même. Nous avons deux tutos en ce sens sur votre dossier paye. Mais si vous rencontrez des difficultés ou si vous souhaitez que ce soit fait dans le même temps que vos mises à jour de prévoyance et de mutuelle, vous pouvez également les transmettre à notre service assistance si vous rencontrez des difficultés. Merci Sandrine. N'hésitez pas à communiquer avec l'assistance. Ils sont là pour vous aider dans le paramétrage de votre dossier. Ensuite, pour la réduction générale patronale 2026, y a-t-il toujours des allègements pour les aides à domicile? Alors, Sylvain, Sandrine, oui. Sandrine, Sylvain. Alors, il y a toujours des allègements pour les aides à domicile, mais là, si vous le souhaitez, ça pourra faire l'objet de plus de précisions ultérieurement. Donc, si vous avez un dossier chez nous, on peut vous répondre directement sur le service assistance. Top, merci Sandrine. On a fait un petit peu le tour des questions. Merci à tous d'être venus en tout cas à ce webinaire. Sachez, une dernière, toujours la dernière. Si rupture conventionnelle, je comprends bien l'augmentation, cela veut dire que le taux passe à 40% pour 2026. Cela diminue donc l'intérêt de la rupture conventionnelle. Ah, là, c'est presque de Alors, l'interprétation. en effet, On a été très clair. C'est l'objectif de la modification du taux, qu'il y ait moins de rupture conventionnelle. Parfait, merci Sylvain. Juste petite information pour ceux qui ont des salariés ou qui prévoient avoir des salariés, n'hésitez pas à contacter notre service commercial sur l'adresse commerciale@maconta.fr pour nos offres sur la paye. On a des offres en mensuel, en annuel. On propose également des prestations de paramétrage où Sandrine et son équipe, du coup des experts de la paye, vont paramétrer pour vous vos dossiers, ce qui va vous permettre déjà d'être sûr de commencer sur de bons rails sur la paye, qui n'est jamais très simple en France. Et une fois le paramétrage fait, vous n'aurez plus qu'à éditer vos bulletins de paye une fois par an au mois de janvier à modifier vos taux accident du travail. N'hésitez pas en tout cas à venir vers nous si jamais ce logiciel vous intéresse, si vous avez des salariés ou le projet d'avoir des salariés. Aminata vient de nous partager le questionnaire de satisfaction que vous avez l'habitude de voir à la fin de nos webinaires. On vous demande juste de prendre 30 secondes pour répondre. Ça nous aide à améliorer nos webinaires, améliorer, voilà, voir de quelles informations vous auriez besoin pour les prochaines fois. Sylvain, je te remercie pour cette présentation et je vous dis à tous à très bientôt. Merci à tous, bon appétit, à bientôt.